de nous retrouver une fois de plus dans votre magazine Horizon Développement. Horizon Développement, l'espace qui vous parle du développement de la République démocratique du Congo, vos contributions, les participations de nos invités, madame, messieurs, vous donnent l'idée du développement dans notre pays. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'économie. Voilà pourquoi nous recevons dans ce numéro un économiste, et c'est pour la première fois qu'il passe dans cette émission. Il s'agit de Simon Mwamba, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de passer dans mon bureau pour parler de ces sujets aussi importants. C'est un expert économique, madame, messieurs, il s'y connaît bien dans ce domaine de l'économie. Avec lui, nous allons parler de cette loi qui est, je pense, sur la table du chef de l'État pour être promulguée, la loi de la zone de libre-échange. Maître Simon, permettez-moi quand même de le dire, et Simon Mwamba, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de cette loi zone de libre-échange? La population se pose tant de questions autour de cette question. Certaines personnes vont loin même pour se demander est-ce que c'est important pour la République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans le fief même du sujet, expliquez à notre population qui est en train de vous suivre là maintenant, la zone de libre-échange, c'est quoi aujourd'hui? Merci madame, je me permets quand même de revenir un tout petit peu. Je suis expert comptable agréé, inscrit au tableau de l'ordre national et je suis membre du conseil provincial. Vous savez, je suis quelqu'un qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs, et je travaille avec les corporations patronales, la FEC et la Copemeco et d'autres organisations qui accompagnent le développement de l'économie au Congo. Voilà pourquoi on a fait le choix sur vous. Hein. Merci. Alors, la zone de libre-échange économique continentale, c'est un travail de longue haleine, c'est un processus qui commence dès la création même de l'Union africaine. Maintenant, en 2018, il y a eu ce traité ou cet accord qui a été signé par plusieurs pays africains. Dans la République démocratique. Dans la République démocratique du Congo. Et maintenant, on est dans la procédure de ratification parce il fallait obtenir au minimum 22 signatures, 22 ratifications pour que l'accord rentre en vigueur. Mais il y a eu un ralentissement à cause de la Covid. Parce que l'accord était censé être en vigueur depuis l'année passée, mais la pandémie mondiale a retardé. Voilà. Maintenant, la question, est-ce que c'est important pour la République démocratique du Congo de ratifier cet accord? Je crois qu'aujourd'hui, à cette ère, ce n'est plus la question. Parce que cet accord a été ratifié déjà par plus d'une trentaine de pays africains et ils ont déjà déposé les instruments des ratifications. L'accord est passé à l'Assemblée nationale et l'Assemblée l'a adopté et l'Assemblée a transmis les textes au Sénat. Si je ne me trompe pas, il semblerait que le Sénat aurait rejeté. Maintenant, la procédure, c'est commission mixte entre Sénat et Assemblée nationale pour essayer de revoir, harmoniser, et l'accord sera éventuellement promulgué, la loi sera signée par les chefs de l'État et la RDC pourrait déposer les instruments. Et nous y sommes, nous sommes déjà dans la zone de libre-échange économique. La question aujourd'hui, c'est comment la RDC va se comporter. Donc, avant d'arriver là, mais vous parlez un peu, je voudrais que vous puissiez entrer un peu dans les détails. Zone de libre-échange continentale. Certains se disent peut-être que ce sont des documents, ce sont... Zone de libre-échange continental, ça veut dire quoi concrètement? Alors, il faut dire que je vous donne un exemple, c'est comme un marché qui devient unifié. Ça veut dire qu'on prend tous les pays, tous les États africains, il n'y aura plus de barrières douanières, tarifaires ou non tarifaires, parce qu'il y a des barrières qui nécessitent de payer pour passer, mais il y a aussi des barrières non tarifaires comme des restrictions quantitatives ou d'autres instruments que les États utilisent pour protéger l'industrie locale ou l'industrie naissante. Donc toute l'Afrique, excusez-moi, serait alors un marché commun, un marché unifié. Il n'y aurait plus de barrières des douanes. Les droits des douanes seront progressivement supprimés dans 10 ou 15 ans et les marchandises
et la circulation des personnes, les gens vont circuler librement, les marchandises vont circuler, donc il n'y aura pas de frontières douanières en quelque sorte. Voilà, c'est ça la zone de libre-échange. Donc le commerce va être libéralisé en Afrique, donc on n'aura pas de barrières douanières, tarifaires comme non tarifaires. Est-ce que la RDC ne se précipite pas pour accéder dans cette zone de libre-échange? Écoutez, madame, la RDC, c'est un pays comme les autres. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des pays avancés comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, des pays qui ont quand même des industries, des pays, je dirais, semi-industrialisés, qui tendent vers le développement. Alors, la RDC, déjà, nous avons un tissu industriel tout à fait inexistant. Alors, dire que la RDC se précipite, mais même si la RDC n'y rentre pas, et aujourd'hui, on n'attend pas la ratification de la RDC pour faire bouger les choses. La RDC va rester en marge des autres pays africains. Alors, nous avons toujours la possibilité d'échanger les choses s'il y a la volonté politique, s'il y a un bon climat d'affaires, s'il y a la paix au pays, les investisseurs peuvent venir. Maintenant, la question, c'est comment la RDC va se comporter. Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a peut-être beaucoup plus de peur que de mal, madame. Je vous explique. Parce que dans cette zone, dans cet accord, il est prévu des mécanismes pour soutenir les économies vulnérables. Et ce n'est pas quelque chose qui va être opérationnel. Et là, c'est un avantage pour le pays. Mais les pays, les économies vulnérables, il y en a beaucoup en Afrique, c'est pas seulement la RDC. Mais comme là, dans ce contexte, on parle de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, quels sont d'abord... Moi, je voudrais parler sur les avantages et les inconvénients, peut-être. Aujourd'hui, l'avantage pour la RDC. La RDC, c'est un pays qui regorge un potentiel naturel énorme qu'il faut développer. Le problème, c'est transformer nos matières premières sur place, transformer tous nos produits agricoles pour aller vendre chez nos voisins ou en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons une économie presque caractérisée par l'exportation de matières premières, parce que nous n'avons pas la capacité de transformer. Notre capacité industrielle n'y est pas. On n'a pas cette possibilité de transformer. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est chercher à transformer nos matières sur place pour aller. Parce qu'il y a les règles d'origine, il y a des critères d'origine. On regarde si les produits sont fabriqués, produits en Afrique. Mais la RDC, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme tissu industriel? Je pense, moi, qu'il est grand temps, surtout que le président de la RDC est pendant cette année président de l'Union africaine. Il va de soi que le président puisse attirer beaucoup plus d'investisseurs, que nous puissions avoir des industries de transformation, de production, pour que nous puissions aller vendre. Parce qu'il faut dire que ce sont des échanges intra-africains. Alors, quand on parle échange, il faut avoir des produits pour échanger contre ce que les autres proposent. Et aussi, faut-il être compétitif en termes de qualité des produits. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de soucis en termes d'industrialisation du pays. Voilà l'occasion pour les prochains ministres de l'industrie de promouvoir l'industrie locale, de protéger l'industrie locale, les ministres du commerce extérieur. Alors, tous ces mécanismes doivent être déjà activés. Et je crois qu'au pays, il y a des commissions qui y travaillent. Moi-même, je participais aux ateliers sur la ZLECAf. Et les problèmes, c'est qu'on n'en parle pas assez, il n'y a pas de vulgarisation, il n'y a pas de formation, les opérateurs économiques ne sont pas informés. Dans ce cas, alors, comment faire pour préparer les entreprises locales? Parce qu'elles doivent s'attendre à faire face à la concurrence africaine. Donc, comme vous l'aviez expliqué tantôt, que la zone va permettre les marchés africains, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud pourra venir, les entreprises de l'Afrique du Sud viendront en RDC pour exercer. Et là, ça représente quand même aussi un danger pour les entreprises locales.
Oui, c'est vrai, mais comme je dis, il y a toujours des mécanismes de protection de l'industrie locale. Et comment? Si ce sont des produits similaires, on le fait déjà ici au Congo. Je vous donne un exemple. Je me souviens, on a participé à la protection de l'industrie brassicole ici au Congo, avec tous les produits qui venaient de l'Angola, les boissons. Et il y avait des arrêtés, les ministres du commerce extérieur avaient pris des arrêtés interdisant l'entrée de certaines boissons sur les marchés congolais. Alors, ces mécanismes-là existent et c'est prévu par même les accords de l'OMC. Donc, il n'y a pas lieu de craindre l'entrée de la RDC dans la zone. Par contre, il y a d'énormes opportunités pour la RDC. Et quelles sont ces opportunités? Mais nous devons transformer nos matières premières, nous devons aller vendre ce que nous produisons. Et la difficulté pour nous, c'est les tissus industriels. Il faut, vous savez madame, aujourd'hui quand vous passez à l'IMET, là où il y avait des industries, vous regardez l'IMET industriel. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas. C'est juste les noms qui restent. Voilà, c'est quand même dommage. Et je pense bien que nous avons un président qui connaît bien l'historique de la RDC et qui peut réactiver tous ces mécanismes. Nous avons des produits agricoles qui pourrissent dans les provinces. Et d'abord, il faut dire que les pays comme la RDC, un grand pays qui n'est pas intégré, il y a déjà un vrai problème d'intégration de nos provinces. Vous avez, pour circuler à l'intérieur de la RDC, c'est déjà un problème. Et donc, il faut arriver à mettre en place des infrastructures. Il faut des infrastructures. Et que ce soit au niveau énergétique, nous avons un déficit énergétique, mais nous avons un potentiel. Nous pouvons en produire plus pour aller vendre tous ces services-là. Voilà comment il faut activer, il faut mettre des moyens pour que toutes les parties prenantes, pour que les opérateurs économiques, pour que les investisseurs qui sont intéressés à nos matières premières, il faut imposer, il faut obliger à ces gens-là de transformer sur place pour que nous puissions avoir des produits d'origine que nous pouvons aller commercialiser dans les restes des pays africains. Vous l'aviez dit, il faut des infrastructures, ce qui prouve qu'actuellement, la République démocratique du Congo n'a pas d'infrastructures. Mais comment maintenant elle va s'y prendre alors qu'elle s'est déjà jetée dans l'eau? Et comment elle fera face à tout ça? Non mais madame, il faut commencer d'abord par... Vous savez, nous avons des entreprises publiques au Congo qui transformées en sociétés commerciales. Ce qui pose problème, c'est la gestion des finances publiques. Parce que les infrastructures de l'État sont financées par les finances publiques. Ce sont les recettes publiques. Il faut aller chercher les recettes publiques. Le président se bat contre la corruption, le président se bat contre les détournements des deniers publics. Il faut continuer à pousser. C'est quand vous avez assez dans les caisses de l'État que vous pouvez créer des infrastructures, que vous pouvez construire des routes, que vous pouvez construire des usines de transformation. Alors la première des choses, c'est d'abord chercher l'argent. Il faut trouver l'argent parce qu'il y en a au Congo l'argent. Il y a beaucoup de détournements, de fraudes fiscales, des évasions fiscales. Il faut voir ces côtés-là avec toutes les agences que le président a mis en place. Aussi, faut-il trouver des bonnes personnes. Il faut trouver des bonnes personnes, des personnes honnêtes qui vont travailler dans toutes ces structures pour mettre fin à la corruption. Nous pouvons avoir un budget de 20 milliards de dollars. Parce que nous voyons comment les gens s'enrichissent au Congo. Parfois, c'est étonnant. Alors que lorsqu'on fait un don de 5 000 dollars à la RDC, on se réjouit. Mais des millions partent dans les poches des gens. Voilà, maintenant, il est grand temps que le président puisse avoir des bons collaborateurs, des bons conseillers et des bonnes personnes. C'est la clé. Il faut travailler sur le personnel autour des décideurs, des pouvoirs publics, dans les régies financières, dans tous les établissements, dans tout ce qui est finances publiques. Il faut revoir, il faut mettre des personnes compétentes qui vont aider à ce que l'État puisse financer les infrastructures. Parce que même les pays africains, comment ils vont faire pour venir vendre au Congo? Comment les Congolais vont faire pour aller vendre à l'extérieur s'il n'y a pas de routes? Le ministre de l'Industrie, le prochain ministre de l'Industrie... Donc vous l'interpellez déjà. Doit travailler dur pour revoir certaines choses, la métrologie. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place pour que nos produits puissent être compétitifs et que nos produits puissent être acceptés et aussi à un coût
raisonnable. Sinon, on est dans la concurrence, on est dans la compétition. Mais si nous n'avons pas mis en place tous ces instruments prévus par l'accord, nous devenons carrément un pays de consommation, un dépotoir pour tous les produits africains. Et ce sont des pays avancés qui vont en profiter, qui vont profiter de cette zone. Et voilà, nous restons toujours à la traîne. Simon Mwamba, expert comptable. Aujourd'hui, la RDC est déjà engagée dans la ZECLAF. Ouais. Une question qui se pose actuellement, présentement, là, il y a des coins où il n'y a pas d'eau. L'accès à l'électricité pose problème en RDC. L'accès à l'Internet, un grand problème encore. La RDC ne risque pas d'être un frein. Je pense que quand on parle d'infrastructure, quand on dit qu'il y a un déficit en termes d'infrastructure, effectivement, c'est toutes ces infrastructures. Voilà. Donc, nous avons vu que les chefs de l'État étaient en Égypte, il y a eu beaucoup de contrats, même en termes de gestion de la fibre optique, mais nous avons une société au Congo qui gère la fibre optique. Et moi-même qui vous parle, je connais très bien l'histoire de cette entreprise, mais il faut un audit. Comment ça n'a pas marché la fibre optique? Parce que la Banque mondiale avait mis des sous. Il y a tellement de choses aberrantes au Congo qu'il faut arriver à frapper, il faut sanctionner. Il faut continuer à sanctionner les gestionnaires qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs. Aujourd'hui, l'Internet au Congo, l'électricité, mais ce sont des personnes qui ont géré. Si ils n'ont pas bien géré, il faut frapper. Alors, moi j'ai dit, nous avons encore un président qui se bat, un président qui va chercher des marchés, qui va chercher des investisseurs, mais autour de lui, il faut qu'il mette des bonnes personnes pour que ces personnes-là puissent l'aider à atteindre ses objectifs. Et s'il n'y a pas une bonne connexion, il n'y a pas un bon débit d'Internet, même nous, les experts comptables, nous accompagnons des entreprises. Parfois, on est presque un peu étonné de voir que l'Internet est trop cher au Congo. Vous venez de le dire d'abord à l'intérieur avant d'aller en Afrique. Pourquoi le président, nos autorités ne pouvaient pas attendre d'abord résoudre le problème à l'intérieur avant de s'élancer dans la ZECLAF? Oui, maintenant, bon, je ne suis pas un opérateur politique. Vous êtes un opérateur économique. Hein? Voilà, moi je suis dans l'économie. Parce que toutes ces questions, ce sont des questions que la population se pose, et surtout dans les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes de voir la RDC basculer vers la zone de libre-échange. Oui, je vous explique, madame. Ceux qui disent que ce n'est pas le moment d'entrer dans cette zone, ils n'ont pas tort. Mais ceux qui soutiennent aussi l'entrée dans la zone, ils ont aussi quelque part une raison de le dire. Parce qu'aujourd'hui, le monde où l'Afrique devient comme un village continental. Nous ne pouvons pas rester en marge des autres pays. Ce n'est pas la première fois que la RDC rentre dans une zone. Nous sommes dans la SADC, nous sommes dans les COMESA. Et voilà, donc ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà une expérience en termes d'intégration régionale. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle les communautés économiques régionales, les CR. Nous sommes déjà là-bas, nous avons une expérience. Maintenant, c'est le moment de faire un bilan pour voir est-ce que ces zones-là ont profité à la RDC ou pas. Mais déjà, je peux te dire que c'est très très difficile. Même nous, les opérateurs économiques, parfois, nous sommes butés à beaucoup de problèmes à cause des lenteurs administratives. Les autres pays avec lesquels nous signons, ils avancent très vite. Et nous? Mais nous sommes toujours avec des lenteurs, des pesanteurs parfois politiques, parce que telle autorité n'a pas... Mais vous ne trouvez pas que ceux qui disent que la RDC se précipite pour aller dans la zone de libre-échange accordent des faveurs aux pays qui ont toujours voulu bénéficier de la RDC? Ils ont quand même raison, non? Bon, je dirais en partie raison, mais c'est un problème d'organisation, madame. Il faut que nous puissions organiser les pays pour que les pays puissent aller vite.
Quand on n'est pas organisé, on pense que les autres viennent profiter. Mais nous avons aussi la capacité, nous avons le potentiel d'aller profiter. Parce que ces pays-là... Mais pourquoi nous n'arrivons pas à profiter? Nous tournons toujours en rond. Madame, je crois qu'aujourd'hui, il y a de la volonté politique. Il y a de la volonté Ailleurs, politique. il n'y avait pas de volonté. C'est vrai, c'est difficile. Non, les autres pays ont des institutions qui sont stables. Nous sommes encore dans une jeune démocratie. Nos institutions ne sont pas stables. On passe beaucoup plus de temps à discuter politique et on oublie même que c'est l'économie qui fonde les sociales. Parce que s'il faut parler social, c'est l'économie. Et les opérateurs économiques parfois sont frustrés parce qu'il y a trop de tracasseries, il y a beaucoup de problèmes. Le climat des affaires, ce n'est pas vraiment les sujets des politiciens. Il faut avoir... des opérateurs économiques, il faut associer les opérateurs économiques dans certaines décisions. Bon, ça ne sert à rien de mettre toujours les politiciens à des postes clés ou à des postes qui nécessitent une compétence ou une technicité, une expertise. Il faut revoir la manière dont on gère les choses. Si on doit toujours aller récompenser les politiciens, après ils détruisent tout et du coup l'économie en pâtit. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est ces partenariats à la public-privé. Il faut associer les opérateurs économiques dans toutes les décisions qui concernent l'économie. Heureusement qu'on a appris que le nouveau directeur du cabinet est un économiste et que peut-être qu'il va faire bouger les choses. Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction. Et que, bon, il faut qu'il voie aussi ailleurs. Hein. Il ne faut pas qu'il aille chercher des conseils toujours dans les partis politiques. Il faut aller aussi dans les cabinets d'expertise comptable. Il faut aller dans d'autres structures qui accompagnent les opérateurs économiques au quotidien. Parce que si vous mettez quelqu'un qui n'a jamais été dans le monde économique, il va rien vous dire, il va rien vous conseiller. Voilà pourquoi nous traînons toujours les pieds. Mais cette fois-ci, la volonté est au sommet de l'État. Je pense que Monsieur le Président actuel, il a la volonté de faire bouger les choses, mais l'économie aussi doit être parmi ses priorités. Il y a vraiment du potentiel. Il y a beaucoup de jeunes opérateurs économiques que nous accompagnons tous les jours, mais parfois nous sommes désolés de voir que l'État ne facilite pas les choses. L'histoire des garanties, le financement n'est pas là. Alors que quand vous allez dans les institutions financières aujourd'hui, on finance les partis politiques, on finance les hommes politiques, mais on ne finance pas l'économie. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité de notre pays. Hein. Simon Mwamba, est-ce que la population a un comportement à adopter face à la ZECLAF? Parce qu'aujourd'hui, ZECLAF, c'est d'abord la population bénéficiaire. Hein. C'est la population qui va se lancer dans ce marché. Je pense que les opérateurs économiques, il faut les mobiliser, il faut les sensibiliser. La population, ce sont des consommateurs, mais il faut aussi protéger la population. Il faut que nos organes ou les organismes qui surveillent la qualité des produits qui vont rentrer au Congo, il faut protéger. Il y a des institutions qui protègent les consommateurs. Bon, il y a l'OCC qui fait aussi le travail. Il y a l'hygiène, il y a tout ça qu'il faut organiser maintenant. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs parties prenantes pour faire marcher la zone de libre-échange continentale. La ZLECAf, c'est quelque chose qui commence longtemps. Mais nous sommes toujours derniers à crier, c'est pas les moments. Alors qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la ZLECAf, les personnes qui disent voilà, il ne faut pas rentrer dedans, ces personnes étaient là au Congo. Quand le processus a commencé, c'est pas à la fin, quand le président doit promulguer, que les gens vont se... Et même ceux qui s'opposent, si vous leur demandez c'est pour quelle raison, quelle est la motivation, c'est parfois des envies politiques et que les hommes politiques... Il faut aller poser la question aux hommes politiques. Que dites-vous à ces personnes qui pensent qu'aujourd'hui la ZECLAF est un moyen d'augmenter le taux de chômage en République démocratique du Congo parce que plusieurs entreprises... Non, c'est faux parce que si le pays est industrialisé, il y aura la création d'emplois. Aujourd'hui, nos jeunes ne savent pas travailler. Les jeunes ne travaillent pas et les chômages, on n'en parle pas. On n'en parle pas, les chômages, parce que
c'est vraiment, ça dépasse même les limites acceptables, le chômage au Congo. Mais maintenant, si, imaginez-vous, s'il y a des usines de transformation dans toutes nos provinces, ça va créer de l'emploi, ça va créer vraiment des richesses. Alors, les personnes, raison pour laquelle, madame, je dis, il faut poser la question aux opérateurs économiques qui comprennent ce que c'est la création des richesses. Ce n'est pas... les parlementaires, parfois, ne sont pas des hommes d'affaires. Peut-être n'ont pas travaillé dans les corporations patronales, peut-être ils ne comprennent pas certaines choses, excusez-moi. Mais je dis, il faut arriver à bien expliquer les choses. Si aujourd'hui on a 3 à 4 usines de transformation au Bas-Congo, ça va créer de l'emploi. Si on met dans chaque province 3 à 4 usines de transformation, parce que chaque province, la REC regorge certaines matières premières ou certains produits de première nécessité qu'il faut transformer, ça va créer de l'emploi. Donc cette thèse-là ne tient pas, parce que la ZLECAf, les avantages de la ZLECAf, c'est aussi attirer les investisseurs et créer de l'emploi. C'est une jeune structure qui vient d'être mise en place. Il faut donner les temps. Il faut donner les temps à nos amis qui sont là pour accompagner, améliorer le climat des affaires. Nous comprenons que Maître veut juste protéger ses collègues experts. Voilà, Maître, on ne peut pas quand même finir cette émission sans parler de l'accession du président de la République à la tête de l'Union africaine. D'ailleurs, parmi les 3 grande ligne du président de la République, on retrouve la ZLECAf. Est-ce que pensez-vous que pendant une année, Félix Tshisekedi arrivera vraiment à s'imposer et laisser les traces à la tête de l'Union africaine? Je pense que c'est un bon départ pour le président, mais je répète que pour nous, les hommes d'affaires, ou nous qui sommes dans les acteurs économiques, il faut que le président, sur la partie qui concerne l'économie, il faut que le président puisse travailler avec pas les économistes, mais les opérateurs économiques. À travers l'AFEC, la COPEMECO, FENAPEC, toutes les corporations patronales, là où les affaires se font, il faut que le président puisse associer les personnes qui ont de l'expérience. Ça ne sert à rien de récompenser les militants ou les militants des partis politiques qui ne vont pas apporter une expertise à l'avancement des objectifs des chefs de l'État. Il faut que les chefs de l'État cherchent ailleurs. Il n'y en a plus dans les partis politiques qui ont démontré la capacité. Il n'y en a plus dans les partis politiques. Oui, mais parce que ça fait 60 ans que les partis politiques n'ont pas développé les Congo. Il faut le dire. Ça fait 60 ans que les partis politiques n'ont pas développé les Congo. Aujourd'hui, il faut aller chercher de bons conseillers, des hommes honnêtes dans le monde des affaires. Et nous, les experts comptables, avec l'Ordre national des experts comptables, nous allons élaborer des mémos, nous allons accompagner les chefs de l'État pour fiabiliser l'information financière. Et c'est un travail, moi-même je travaille beaucoup avec les autres collègues experts comptables, les conseils nationaux, mais nous demandons aussi au président de protéger la profession parce qu'aujourd'hui au Congo, vous avez des personnes qui ne sont pas inscrites au tableau, qui font du n'importe quoi dans les métiers de l'expertise comptable. C'est une profession protégée et qu'il faut appliquer les sanctions. Bientôt, on va commencer des sensibilisations pour aider aussi les chefs de l'État. Parce que même quand on parle finances publiques, ce sont les experts comptables qui produisent les états financiers et ce sont les experts comptables qui ont certaines informations importantes dans le monde des recettes publiques, fiscalité, autres. Donc nous voulons aussi l'accompagnement des chefs de l'État pour l'Ordre national des experts comptables et que nous, les experts comptables, nous puissions apporter notre contribution au développement ou aux objectifs que le président s'est fixés pour son mandat. Simon Mamba, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir. Que peut retenir la population qui est en train de vous suivre de la ZLECAf en un mot? La zone de libre-échange économique continentale est déjà là.
Nous voulons que les pouvoirs publics puissent accompagner les opérateurs économiques, sensibiliser les opérateurs économiques. Il faut informer les opérateurs économiques. Et d'ailleurs, vous les journalistes aussi, c'est pas seulement la politique, les journalistes ont un rôle important à jouer. Bien sûr. Dans la sensibilisation, dans l'information sur cette zone de libre-échange économique. Il faut que les opérateurs économiques puissent réajuster leurs objectifs pour aller vendre à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est ça les objectifs. Je crois que la FEC, la Copemeco, toutes les corporations patronales vont avoir du travail pour informer la population, pour former les gens qui veulent investir, pour réajuster les tissus économiques afin d'atteindre des objectifs qui sont d'aller commercer avec d'autres pays africains. Voilà, Madame, Messieurs, c'est bien par ici que nous mettons un point final à ce numéro qui a reçu pour vous un expert comptable. Il a bien démontré qu'il s'y connaît mieux dans son domaine. Merci à Simon Mwamba qui nous a apporté toutes ces informations que la population avait besoin. Et merci à vous, Madame, Messieurs, d'être toujours fidèles à votre magazine. N'oubliez pas toujours de nous faire parvenir vos remarques et vos suggestions parce que nous sommes là pour vous. Merci, avec le plaisir de vous retrouver prochainement, surtout avec le plaisir de retrouver l'expert comptable prochainement dans notre émission. Avec plaisir, madame, je serai toujours là. Merci et au revoir.